Bonjour à tous et merci d'être venus. Ça me fait plaisir pour ce premier cours de game design, on va dire théorique. Là, vous avez fait quelques formations déjà et quelques cours qui sont soit dans des cas plus techniques et plus de programmation. Je vais vous proposer aujourd'hui et la semaine prochaine deux cours plutôt de game design pur, si on peut appeler ça comme ça. On va parler du coup en priorité, là vu que c'est un cours d'introduction des bases. Et parmi les bases, j'ai envie de vous parler d'un truc que souvent on utilise le terme, mais on prend quasiment jamais la peine de détailler qu'est-ce que ça veut dire. Donc je vais vous parler aujourd'hui des mécaniques de jeu. À quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, et surtout comment est-ce que vous pouvez concrètement améliorer vos jeux en introduisant de meilleures mécaniques dedans. Je vais commencer par une petite introduction là, de 5 minutes pour permettre aux quelques retardataires de venir et surtout pour faire le lien, comme je vous disais, entre la conférence d'introduction et le cours d'aujourd'hui. Donc ça va être quelques petits conseils un peu globaux qui n'ont pas forcément rapport avec le cours. Puis après, on va entrer en détail dans qu'est-ce qu'une mécanique. Donc ça va être le cours, ça va prendre 30-35 minutes normalement. Et après, je vais vous proposer un TD que vous pourrez faire sur le jeu du Monopoly. Donc déjà, c'est intéressant de s'y pencher parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que le Monopoly c'est si connu. Il ne faut pas juste rejeter ça en bloc. Et ensuite, je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'avoir un peu d'exercice, un peu de choses concrètes à faire malgré la distance. Donc, avant de vous lancer dans ce joli cours de game design, et surtout avant de vous lancer en général, j'ai deux trucs en particulier que j'aimerais vous dire si jamais vous voulez vous lancer dans le monde du jeu vidéo. Donc, le premier conseil que je veux absolument que vous donniez avant de commencer, c'est forcez-vous à tester plusieurs genres de jeux, et surtout tester plusieurs supports de jeu. Il ne faut pas, comme je le disais tout à l'heure avec le Monopoly, vous enfermer dans ce qui vous plaît à vous. Si vous voulez travailler dans le monde du jeu vidéo, vous n'allez pas faire des jeux pour vous, vous allez faire des jeux pour un public, pour une audience. Il faut aussi que vous fassiez l'effort d'aller chercher les jeux sur tablette, les jeux sur téléphone, d'autant plus que nombreuses personnes vous le disent chaque année, même vos professeurs de jeux vidéo vont vous le dire, les téléphones c'est aujourd'hui le moyen principal de consommer du jeu. Il faut aussi s'intéresser aux différents types de genres, il ne faut pas refuser de jouer aux Sims par exemple parce que ça ne vous correspond pas. Si le jeu il a un tel succès et qu'il est si connu, c'est bien qu'il y a une audience quelque part. Et c'est bien que le jeu il a quelque chose d'important à offrir et ça va vous ouvrir vos horizons. Il faut aussi, même si vous voulez faire des jeux vidéo, vous intéresser aux jeux de plateau, aux jeux de société en général. C'est surtout vachement utile lorsque vous voulez travailler et comprendre comment fonctionne un jeu, comment fonctionne concrètement le système, les règles, parce que étudier un jeu de plateau, c'est beaucoup plus simple qu'un jeu de vidéo. Les grosses productions AAA, c'est des choses qui mêlent énormément de compétences différentes, énormément de domaines différents, et ça devient assez compliqué si vous voulez juste analyser comment fonctionne tel comportement d'un ennemi, comment fonctionne tel personnage. L'intérêt des jeux de plateau, et c'est ce pourquoi je vous demande, si vous voulez travailler dans le monde du jeu vidéo, de vous y intéresser, c'est d'une part, ça ne demande pas de programmation, donc si jamais vous y connaissez rien, vous pouvez au moins commencer à vous lancer dès maintenant. Si vous voulez commencer à tester, de modifier un jeu, d'ajouter une règle, d'en retirer une, vous n'avez pas besoin de savoir programmer et de faire d'autres petites choses. Vous pouvez juste prendre un jeu de société, ouvrir le livret de règles, en modifier une, et ça vous permet déjà d'expérimenter. Le deuxième avantage surtout, c'est que les jeux de société, eux, ils n'ont pas de processeur, ni d'ordinateur qui vient venir faire les calculs à votre place. Du coup, petit 1, il n'y a rien qui est caché. Il n'y a pas le processeur qui va faire les calculs, qui va pas vous dire comment est-ce qu'il gère telle opération. Toutes les règles elles sont données dans le livret dans les jeux de société. Du coup, c'est beaucoup plus simple si vous voulez les étudier parce qu'elles sont déjà ordonnées. Tout ce que vous pouvez faire dans le jeu est déjà classé et en plus, il n'y a aucune information qui est cachée. Tous les comportements vous sont donnés, donc c'est beaucoup plus simple. Aussi, le deuxième avantage, c'est que si c'est un jeu où il n'y a pas d'ordinateur qui vient faire des calculs complexes, forcément, c'est un jeu qui est beaucoup plus petit. C'est comme les premiers Mario ou certains jeux indépendants. Ça va être des jeux qui ne se concentrent que sur un aspect, que sur une mécanique de jeu. Donc même d'un point de vue étude, c'est beaucoup plus simple d'étudier comment fonctionne le pierre-feuille-ciseau ou comment fonctionnent les jeux de société en général. Et c'est pour ça que je vous engage, même si vous voulez faire du jeu vidéo, à vous y intéresser. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être du game design, donc de la science de la conception de jeu en français. Et ça va surtout vous servir à vous poser tout plein de questions avant de vous lancer. La conception de jeu, c'est se poser des questions sur comment fonctionne le jeu, comment les éléments interagissent entre eux, quels sont les comportements, quelles sont les actions que je peux faire. Or, se poser des questions, ça va vous permettre de beaucoup mieux préparer ce que vous voulez faire par la suite. Vous pouvez déjà commencer à imaginer les comportements de votre personnage, les situations,
Vous pouvez déjà, comme ça, éviter tout plein d'erreurs que vous allez faire par la suite si vous vous lancez tout de suite dans la programmation. Sur ce, on va pouvoir commencer le cours en lui-même. Donc on va commencer par c'est quoi une mécanique. À chaque début de partie, je vais vous indiquer les livres que j'ai utilisés pour faire ce cours. Donc là, notamment, il y en a deux sur lesquels je me suis basé. Le premier, A Theory of Fun de Ralph Koster, et le deuxième, The Art of Game Design. Les deux parlent de conception de jeu de manière théorique. Du coup, on va commencer avec c'est quoi une mécanique? Et surtout, je vais commencer par vous poser une question à vous. Donc je vous invite à me répondre plutôt par écrit, là, ça va être plus simple. Ça va être, pour vous, pourquoi est-ce que vous voulez venir créer des jeux? Dans son livre, The Art of Game Design, Jesse Shell, lui, il dit qu'un game designer, ce que je dis après n'est pas à prendre à la lettre, c'est son opinion, c'est quelqu'un qui veut véhiculer, et c'est souvent ce que je répète d'ailleurs dans mes cours, c'est quelqu'un qui veut véhiculer une expérience, quelqu'un qui veut véhiculer une émotion particulière, il veut donner quelque chose à vivre aux personnes, aux utilisateurs. Le problème, c'est que, selon Jesse Shell toujours, on ne peut pas forcer quelqu'un à être heureux, forcer quelqu'un à ressentir le plaisir d'explorer. On n'a pas d'électrode pour aller dans sa tête, pour aller titiller ses émotions et le forcer à faire sentir quelque chose. Du coup, il nous faut un intermédiaire. Il nous faut quelque chose pour pousser l'utilisateur à ressentir ce qu'on veut lui faire ressentir. Et cet intermédiaire, du coup, c'est le jeu. Parce que l'intérêt, c'est que quand on crée un jeu, on crée du coup un système fermé, quelque chose qui est beaucoup plus simple et abstrait que la réalité, dans lequel on peut induire le joueur à avoir certains comportements, à le pousser à explorer, à avoir peur, à être isolé. Du coup, Jesse Shell, lui aussi est d'accord avec vous, disant que ça peut être un exercice qui est pertinent pour soi, ça nous donne envie on a envie de créer des jeux parce que ça nous fait plaisir à nous. Mais il souligne aussi l'importance que lorsqu'on crée un jeu, c'est pour véhiculer une expérience. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas directement forcer les gens, parce qu'un jeu, c'est une activité volontaire, on ne peut pas forcer les gens à jouer. Du coup, on essaye de créer des intermédiaires pour le pousser à aller dans une certaine direction. Et c'est pour ça, du coup, que je vais en venir à qu'est-ce qu'une mécanique? Une mécanique, basiquement, ça va être tous les éléments qui vont vous permettre de guider votre joueur à ressentir l'émotion que vous visez, l'émotion que vous voulez lui faire vivre. Ça va se traduire dans un jeu par tous les éléments ou toutes les règles qui définissent comment interagir avec le système. Donc une mécanique, ça peut prendre beaucoup d'aspects différents, notamment par exemple les actions qui sont disponibles pour le joueur. Ça, ce sont des mécaniques, parce que ça va être comment est-ce que le joueur va pouvoir interagir dans votre jeu. Est-ce que votre joueur peut se déplacer? Est-ce qu'il peut sauter? Est-ce qu'il peut attaquer? Tout ça, ça va être des mécaniques. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement aux actions entre guillemets qui sont disponibles. Il y a aussi tout plein d'autres formes que peuvent prendre le terme mécanique. L'environnement de jeu, par exemple, lui aussi, il induit des contraintes sur comment est-ce que vous allez pouvoir vous déplacer dans le jeu. Un jeu qui, par exemple, se joue au tour par tour, dans environnement, je comprends aussi la dimension temporelle, c'est pour ça que je parle de tour par tour. La sensation va pas du tout être la même si on joue un jeu où on peut prendre le temps de réfléchir ou un jeu en temps réel. Rien que ce choix-là, ça véhicule un stress différent, un ressenti différent, ça touche pas les mêmes affects. Pareil pour un environnement, si on peut seulement se déplacer en 2D, c'est pas la même chose que si on peut se déplacer en 3D, s'il y a une capacité verticale de déplacement, s'il y a des éléments qui vous bloquent la route ou si le jeu est en ligne droite. Donc ça va être tous les éléments qui vous permettent de guider votre utilisateur dans un certain but. Parce que le but des mécaniques, et ça va être ça le point principal de ce cours, c'est de véhiculer des émotions, des idées. Si vous voulez faire vivre l'isolement à quelqu'un, eh ben, il va falloir que vous lui interdisiez certaines actions ou que vous lui permettiez uniquement d'expérimenter des choses qui vont dans ce sens-là. Pour vous donner du coup un exemple, je vais vous inviter à rejoindre le lien Watch Together. J'ai fait un petit extrait du jeu Shadow of the Colossus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on incarne un personnage qui est faible, tout petit, et qui va essayer d'affronter des énormes colosses dans une espèce de quête initiatique. Le but du jeu, quand son directeur Fumeto Ueda l'a réalisé, c'est de transcrire un sentiment de faiblesse. Il voulait que son utilisateur soit perdu dans un grand monde onirique et oppressant. On voit que le personnage est faible parce que dans le jeu, par exemple, on n'affronte que des titans. Il n'y a pas d'ennemis normaux, il n'y a que des ennemis gigantesques. Donc on est constamment tout petit au milieu du cadre. Rien que sauter,
déjà, le personnage il est en difficulté. Il a beaucoup d'animations où il tombe, où il n'arrive pas à tenir debout. Un autre truc aussi, du coup, ça va être les armes que possède le personnage. Là, on voit que le personnage possède une épée et un arc. Sauf qu'en fait, aucune de ces deux armes ne permet de faire des dégâts vraiment au colosse. L'arc, vous l'avez vu, il a quasiment rien fait. Et en fait, l'arc ne fera plus aucun dégât au personnage. Donc, volontairement, on a mis dans les mains du joueur des armes qui sont inutiles, pour lui faire ressentir sa faiblesse. De la même façon, du coup, pour abattre les monstres, il va falloir s'accrocher à eux. Et rien que ça, du coup, ça montre qu'on est un tout petit personnage insignifiant et il faut absolument s'accrocher pour essayer de tenir. Là, vous allez le voir encore une fois, il y a beaucoup d'animations, par exemple, où le personnage juste tombe et vous pouvez rien faire pendant ces moments-là. C'est des choix de design pour vous pousser encore à vivre cette émotion particulière. On peut comparer ça à d'autres jeux comme d'action ou comme les jeux comme Doom ou les jeux où vous pouvez facilement frapper les adversaires. Là, c'est pas du tout le cas. Là, il faut prendre du temps, il y a un rythme très lent qui s'installe. Même mécaniquement, il faut s'accrocher à sa manette lorsqu'on joue. Pour tenir au colosse, il faut tenir une gâchette enfoncée pendant tout le combat et il faut gérer une gestion de l'endurance. Et même lorsque vous gagnez dans le jeu, contrairement à d'autres jeux où il y aura une musique de victoire, là juste vous êtes puni. Et rien que tous ces petits choix-là, en fait, on peut se rendre compte qu'on aurait pu faire les choses différemment et ça aurait pas du tout véhiculé le même sentiment. Quand vous mettez des mécaniques dans votre jeu, le but c'est toujours de pousser le joueur à vivre une expérience particulière. Et parfois aussi, ça va être l'absence de certaines mécaniques ou l'ajout de mécaniques superflues qui va vous aider à faire vivre cette expérience. Par exemple, là je vous l'ai dit dans le jeu, on a une épée et on a la possibilité de juste de taper dans le vide avec. Ça sert à rien dans le jeu. Littéralement, si vous essayez de faire ça face à un ennemi, il va jamais perdre de points de vie. Le seul intérêt de cette mécanique, c'est juste que le joueur, habitué à vouloir taper sur tout ce qui bouge, va essayer de taper le colosse avec, et il va se rendre compte que ça ne fera rien. Donc là, c'est l'ajout d'une mécanique uniquement pour faire ressentir l'émotion en particulier. Le problème du coup, c'est que lorsque vous concevez une expérience, donc vous mettez en place un ensemble de règles pour essayer de guider le joueur à vivre quelque chose, sauf que, encore une fois, vous ne pouvez pas forcer le joueur à vivre ça, à suivre les règles que vous avez imposées. Parce que si vous créez tout un beau système, mais que le joueur n'y a pas accès, parce qu'il n'arrive pas à utiliser les mécaniques, parce que toute autre raison, vous n'arriverez pas à lui transmettre l'expérience en question. C'est donc important de se pencher sur cet aspect-là de la chaîne de transmission des idées. Notamment ce que je vais vous amener dans cet exemple, et c'est un exemple qui est tiré du livre Challenges for Game Designers, c'est que lorsque vous créez une mécanique, donc là ici à gauche de l'écran, vous créez des règles, donc des éléments de jeu qui vont permettre à votre utilisateur d'interagir. De ces règles-là, comment se comporte le jeu, va émerger des dynamiques. Les dynamiques, ça va être comment votre joueur va se comporter. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'il va mettre en place? Est-ce qu'il va essayer d'agir de cette façon plutôt qu'une autre? Donc nous, ce qu'on veut lorsque je vous parle de faire vivre une émotion ou une expérience à votre utilisateur, c'est ça, c'est lui faire vivre une certaine dynamique. Sauf qu'on ne peut pas directement créer des dynamiques, nous tout ce qu'on peut faire c'est créer des mécaniques de jeu. Le but du coup ça va être d'essayer de créer des mécaniques qui vont pouvoir l'induire à générer certains comportements. Donc ça c'est le point important que je veux que vous reteniez, c'est la différence entre mécanique et dynamique. Il y a un exemple particulier que j'aime bien, on va prendre un exemple de la vie réelle pour vous montrer que le design c'est quelque chose qui s'applique dans beaucoup de domaines et pas seulement à la création de jeux. Prenons l'exemple du klaxon d'une voiture. Un klaxon, donc là ça va être une mécanique, c'est un élément avec lequel l'utilisateur peut interagir. C'est un élément qui, lorsqu'on appuie dessus, il fait du bruit. Le but derrière le klaxon, c'est de faire vivre un certain comportement à l'utilisateur. On veut lui faire vivre une certaine dynamique. Ce qu'on veut, c'est que les conducteurs utilisent le klaxon pour signaler un danger ou pour signaler leur présence.
Or, on n'a pas du tout le contrôle sur qu'est-ce que vont faire les utilisateurs, qu'est-ce qu'on va faire les joueurs avec les mécaniques qu'on lui met en place. Typiquement, vous connaissez très bien les personnes qui, les jours de match de football, utilisent leur klaxon pour faire de la musique avec, ou bien les personnes qui vont utiliser cet objet non pas pour signaler un danger, mais juste pour montrer qu'ils sont mécontents sur la route. Et c'est souvent comme ça qu'apparaissent également les bugs dans votre jeu. Ça va pas être un problème de mécanique en soi, l'objet peut être fonctionnel. C'est juste que la manière dont il est interprété est mauvaise, et du coup les gens l'utilisent autrement. Parfois ça peut être voulu, ça peut être ce que vous recherchez, mais souvent ça va être des comportements qui n'étaient pas prévus. Du coup, il faut que vous arriviez à expliquer, à expliciter votre mécanique pour que votre utilisateur l'utilise de la façon dont vous l'avez envisagé. Si on prend un jeu, par exemple le jeu de dames, il y a des mécaniques, ça va être les règles qui définissent comment est-ce qu'on peut déplacer les pions de notre couleur lorsque c'est notre tour de jouer. De ces mécaniques vont émerger plusieurs stratégies différentes. Attaquer par les côtés, défendre un pion en mettant un autre devant. Donc tout ça, ça va être des comportements, donc des dynamiques. Ça va être là le point clé, c'est que souvent, vous allez avoir des problèmes de dynamique dans votre jeu. Les utilisateurs vont trouver le jeu trop lent, ou alors ils vont exploiter les choses d'une mauvaise façon. Dans ce cas-là, il faut essayer à chaque fois de revenir à qu'est-ce qui a produit cette dynamique. Il faut essayer de revenir concrètement dans votre jeu, quelles mécaniques, quelles règles sont en cause et qu'est-ce qui produit ces effets-là. Ce qu'il faut surtout, et ça va être un conseil pratique pour vos prototypes de jeux que vous allez faire sans doute dans votre future vie et pour les jeux que vous êtes en train de faire actuellement, c'est d'expliciter ce que vous voulez faire. Apporter un maximum d'informations aux prototypes et aux jeux que vous créez. De toute façon, vous ne serez pas à côté du joueur lorsque votre joueur va tester votre jeu. Vous ne serez pas à côté de lui pour lui expliquer comment il doit utiliser tel ou tel objet. Donc, essayez d'expliciter au maximum votre intention, quitte à plus tard en enlever parce que vous en avez trop mis. Ce qu'il faut surtout, c'est, lorsque vous présentez une mécanique à votre joueur, c'est l'accompagner. Une mécanique, c'est pas quelque chose qui est instinctif. Pour vous, en tant que créateur, ça l'est parce que vous savez comment l'utiliser et vous savez pourquoi est-ce que vous l'avez implémenté, dans quel but. Pour quelqu'un d'extérieur qui découvre votre jeu, il faut lui donner le temps d'apprendre. Il faut non pas lui bombarder de toutes les touches et de toutes les commandes dès le début de la partie, il faut lui laisser le temps de comprendre que tel bouton réalise telle action, et il faut surtout répondre à 3 questions primordiales lorsque vous voulez apprendre à votre joueur à utiliser votre jeu. La première, ça va être la question du quoi, la question du quoi faire. Donc, si vous avez une mécanique de saut, par exemple, et qu'il y a un trou en face, il faut que ce soit clair pour le joueur que l'objectif, c'est de sauter par-dessus le trou. Il faut qu'il sache la démarche à suivre, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il a en sa possession. S'il faut détruire un ennemi, il faut que l'ennemi soit clairement identifiable et il faut que tout soit clair. Donc ça, c'est la question du quoi. C'est vraiment une question qui est assez rapidement répondue. L'autre point, c'est la question du comment. Il faut que votre utilisateur ou votre utilisatrice sache comment réaliser l'action en question. Une fois qu'il sait qu'il faut sauter, il faut qu'il ait les commandes en main, il faut qu'il sache comment réagir. Ça, c'est un petit conseil que je vais vous donner qui m'a été donné par le cofondateur du club, Raph. Notamment pour les néophytes et les personnes qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo en général, à qui vous voulez faire tester votre jeu. Ce que vous pouvez faire, c'est coller des petites gommettes sur les touches qui sont utiles dans votre prototype. Donc là, par exemple, j'ai mis des gommettes bleues sur mon clavier pour les touches de déplacement, une gommette pour la barre d'espace et une gommette pour le clic de la souris. Comme ça, au moins, même un joueur débutant, il saura, en regardant son clavier, c'est quoi qui est à sa disposition, quelles sont les commandes, quels sont les moyens qu'il a d'interagir. Et donc, face à une situation donnée, il saura au moins vers quoi se tourner pour essayer de résoudre l'action. Et la dernière question à laquelle il faut répondre, c'est le quand. Il faut donner des retours, il faut donner des feedbacks à votre utilisateur. S'il sait comment sauter et qu'il faut sauter, après il faut aussi qu'il sache quand est-ce qu'il exécute bien les commandes, quand est-ce qu'il n'y arrive pas, quand est-ce que ce qu'il essaye de faire face à l'ennemi fonctionne ou non. Donc prenez vraiment le temps d'expliciter au mieux ce que vous voulez transmettre, quitte à en dire trop. Ça sera toujours un pas en avant vers lui faire vivre l'expérience que vous souhaitez lui faire vivre. Sur cette lancée, du coup, on va essayer de faire un petit peu des petits points pratiques. Ça va être les derniers points du cours que je vais vous donner, les 10 dernières minutes. Quoi faire concrètement pour améliorer votre jeu? Il faut faire la différence entre l'histoire que vous racontez dans votre jeu et ce que concrètement font les joueurs ou les joueuses devant leur écran ou manette en main.
Typiquement, dans le reboot du jeu Tomb Raider, il y a beaucoup de séquences comme ça où le personnage va par exemple s'agripper à une échelle, va être en danger parce que l'échelle se casse, etc. Ou dans plusieurs jeux aussi modernes. Il va y avoir du coup une tension qui est créée pour le personnage, mais cette tension ne se retranscrit pas dans les commandes du jeu après. Le joueur, lui, quand il doit grimper à cette échelle, il maintient juste son stick vers le haut ou sa flèche du haut, il la maintient enfoncée, et il ne ressent pas toute cette peur ou cette tension parce que lui, concrètement, il n'a pas besoin de réaliser une action qui fait peur, juste il maintient son stick vers le haut. Et ça crée une véritable dissonance. Vous, ce que vous devez faire, c'est essayer de faire ressentir les émotions de votre personnage, de votre histoire, à votre joueur. Vous devez essayer de lui faire mimer un petit peu les comportements pour qu'il soit engagé dans la même sensation, dans la même émotion que vous voulez lui donner. Par exemple, on aurait pu imaginer non pas un système où il suffit de pousser le stick vers l'avant, mais par exemple un système d'endurance où il faut faire attention à se reposer sur l'échelle pour ne pas épuiser ses ressources, ou comme dans le jeu Shadow of the Colossus, un système où il faut s'agripper à sa manette parce qu'il faut maintenir des touches enfoncées ou appuyer en cadence. Vous devez vraiment essayer de réduire, d'une part, essayer de bien voir qu'il y a une différence entre ce que vous racontez et ce que font les gens concrètement face à leur écran, et vous devez essayer de réduire la dissonance entre ces deux univers. Il faut que vraiment votre joueur fasse des choses qui véhiculent l'émotion que vous voulez donner. Il ne faut pas que vous pensiez juste à cette dichotomie entre ah bah super, dans mon jeu il y a des cinématiques waouh, mais en fait c'est juste une cinématique et du coup mon joueur lui il fait rien. C'est aussi vrai cette différence entre histoire et action au sein des boucles de gameplay, au sein de ce qui se passe concrètement dans le jeu seconde après seconde. Donc je sais que dit comme ça, vous allez peut-être pas avoir l'impression que c'est quelque chose de nouveau pour vous, mais beaucoup de concepteurs de jeux qui débutent ne font pas cette différence, ne serait-ce lorsqu'ils doivent expliquer leur jeu. Quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose au game design et à qui on va lui demander d'expliquer qu'est-ce que le jeu Diablo, par exemple, c'est un jeu de hack and slash où on tape des ennemis, et bien justement, il va résumer le jeu de cette façon. On est un personnage qui tape des ennemis pour essayer de gagner des niveaux et de combattre des boss de plus en plus puissants. Sauf que toute cette phrase-là que je vous ai dit, là, ça, c'est juste l'histoire du jeu. C'est pas concrètement ce que fait votre joueur. Un game designer, lui, s'il doit vous décrire comment fonctionne Diablo, il va vous répondre à l'inverse. Diablo, c'est un jeu où il y a des objets qui se déplacent sur un écran. Le joueur doit donc les voir, essayer de déplacer son curseur de la souris dessus et de cliquer dessus à répétition, tout en surveillant différentes variables. Donc, les variables, on va appeler ça des points de vie, l'expérience, le temps d'attente pour récupérer une compétence. Donc évidemment, le game design, ça paraît très froid et ça paraît très chiant à côté. Mais c'est ce que fait votre joueur. Concrètement, c'est là qu'est le point clé. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette dichotomie en tête pour vous concentrer sur cet aspect chiant parce que c'est la partie, ce que fait concrètement votre joueur qui est importante. Et c'est elle que vous devez chercher à améliorer, à rendre amusante. Un autre point du coup pour améliorer votre jeu, c'est il faut toujours que vous réfléchissiez au but des mécaniques que vous mettez dans votre expérience. Il ne faut pas juste, par exemple, vous dire je vais réaliser un jeu de plateforme vu de côté, bah du coup je vais mettre un saut dedans. Il faut que vous réfléchissiez un petit peu à quel est le but d'un saut. Qu'est-ce que ça apporte concrètement dans un jeu de plateforme vu de côté, un saut? Ça offre plus de mobilité effectivement à votre personnage. Là où on a un jeu de plateforme vu de côté, bah, on se déplace seulement sur un axe, l'axe gauche-droite. Dès que vous lui donnez un saut, là du coup, il peut se déplacer verticalement, il peut peut-être aussi se replacer. Un saut, ça va lui permettre de corriger sa trajectoire, ça dépend après des jeux. Mais il faut que vous réfléchissiez vraiment à qu'est-ce que ça ajoute concrètement pour le jeu d'ajouter cette mécanique-là. Si maintenant, par exemple, je rajoute un deuxième saut, il y a beaucoup de jeux de plateforme qui ont des doubles sauts typiquement, qu'est-ce que ça ajoute? Bah, ça ajoute encore plus de mobilité, puisque là où avant on avait seulement un premier saut qui parfois pouvait être complètement... une fois que vous avez sauté dans une direction, après vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le double saut, lui, va vous permettre de corriger à nouveau votre trajectoire, ce qui va vous donner encore plus de mobilité. L'intérêt des doubles sauts, du coup, ça existe dans les jeux, par exemple, de combat. Les jeux Super Smash Bros, lui, typiquement, c'est un jeu où il y a des doubles sauts, c'est un jeu de combat où les personnages peuvent donc avoir plus de mobilité. L'intérêt, c'est de permettre davantage de profondeur dans le jeu lorsqu'il y a deux adversaires qui doivent s'affronter.
L'idée que je vais vous donner, c'est n'essayez pas juste de recopier bêtement des mécaniques. Faut pas vous dire je fais un jeu de plateforme, du coup bah, je vais mettre un saut ou un double saut. Si l'émotion que vous voulez donner, c'est par exemple de contraindre votre joueur, de l'empêcher, de le faire sentir oppressé, ou alors de le faire s'appliquer sur ses déplacements, il ne faut pas que vous lui offrez toute une panoplie de mouvements tout à coup. Ça peut même être intéressant, typiquement le jeu Captain Todd, c'est un jeu de plateforme en 3D cette fois, pas en 2D, où le but c'est de mimer des puzzles, c'est de ralentir le rythme. Donc tout le jeu Captain Toad, justement, pour véhiculer cette idée que c'est un jeu de réflexion et de puzzle plutôt qu'un jeu d'agilité et où on peut constamment être libre de ce qu'on fait, dans Captain Todd, le personnage ne peut pas sauter, tout simplement. Parce que ça lui retire justement cette mobilité verticale, ça lui retire cette capacité d'agilité supplémentaire. Ça permet de le contraindre davantage pour lui faire vivre une expérience donnée. Autre exemple, si je vous dis jeu de tir à la première personne, dans un jeu de tir, on peut tirer. Sauf que bah, même tirer, il faut vous poser les questions de bah, comment est-ce que je tire. Est-ce que je peux tirer en rafale dans tous les sens, ou est-ce que, à l'inverse, comme dans le jeu Portal, j'ai un nombre de munitions limité. Dans Portal, j'ai que deux types de munitions et je peux pas tirer en rafale parce que ça va casser ce que le travail réalisé précédemment. Toutes ces petites questions-là, il faut vous les poser au lieu de juste vous dire ah bah je fais un jeu de tir, bon bah du coup je vais mettre une mécanique de tir et je vais tirer sur plein de trucs. Il faut que vous réfléchissiez vraiment au but avant de copier-coller juste des choses que vous avez vues à gauche à droite. Ne serait-ce que y réfléchir, ça va vous faire un petit exercice comme ça de pensée où ça va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les jeux. Pourquoi est-ce que tel jeu fonctionne bien? Pourquoi est-ce que tel jeu est amusant? Une autre technique, sinon, que j'aimerais souligner, c'est le principe de soustraction. Donc ça, globalement, c'est si jamais vous avez un jeu qui a beaucoup de... vous avez beaucoup travaillé dessus, donc au fur et à mesure, vous avez ajouté plein de choses. Vous avez ajouté un saut, un double saut, un tir, une mécanique pour attraper des objets. Le principe de soustraction, c'est quelque chose qui a été démocratisé par Fumito Ueda, donc le réalisateur du jeu Shadow of the Colossus que je vous ai montré tout à l'heure, et également de son premier jeu qui s'appelait Ico, qui est un autre jeu sur PlayStation 2. Ce principe consiste en fait à, durant le développement, retirer des mécaniques de votre jeu. Par exemple, pendant le développement de Ico, il y avait tout plein de choses qui avaient été implémentées. Donc Ico, c'est un jeu normalement où on est deux personnages qui essaient de s'échapper d'un château. Et on est deux personnages un peu enfantins. Là, vous pouvez le voir, le personnage principal ici. Il a juste un petit bâton de bois pour essayer de se défendre. Et il accompagne Yorda, qui est le personnage féminin, qui, elle, a des compétences qui vous permettent de vous déplacer dans le château, mais elle n'a pas de compétences de combat. Au tout début, le jeu, il avait beaucoup de matériel en plus de ça. Il avait des zones en dehors du château, il avait un système de combo dans le jeu pour pouvoir frapper plus facilement les ennemis. Sauf que tout ça, ça n'allait pas dans le sens de l'intention initiale. Fumito Ueda, lui, voulait juste mettre en avant un petit peu la candeur de cet enfant qui essaye de se démener bien comme il peut, et il voulait surtout concentrer l'histoire sur la relation entre les deux personnages. Donc si vous commencez à mettre un gros système de combos et plein de touches différentes à manipuler, là du coup le cœur du jeu il se déplace le cœur du jeu n'est plus sur la relation entre les deux personnages, mais il est seulement sur Ico. Il est sur Ico qui du coup, alors qu'il a un enfant qui est censé se débrouiller comme il peut, là il peut faire des giga combos comme dans beaucoup de jeux de combat, et ça va pas du tout dans l'idée initiale qu'avait son réalisateur. Donc lorsque vous avez un projet avec beaucoup de choses, essayez de retirer des bouts complètement. Genre, il faut que vous acceptiez d'être un boucher avec votre propre jeu, de retirer des mécaniques, d'enlever le saut pour voir est-ce que ça change quelque chose à votre jeu de plateforme, d'enlever les phases de combat pour voir est-ce que ça véhicule une autre émotion. Le dernier point du coup que j'aimerais aborder, c'est un point qui est plus technique celui-là, c'est la différence entre profondeur et complexité. Donc je vais expliciter ces deux termes. Basiquement, ce que vous devez chercher à faire lorsque vous concevez un jeu et que vous introduisez une nouvelle mécanique dans votre jeu, c'est d'accroître la profondeur de votre jeu. La profondeur, ça va être tout ce que vous pouvez faire avec une mécanique donnée. Dans les jeux Mario, très classiquement, on utilise le bouton A pour sauter. Donc ça, c'est votre verbe d'action principal des jeux Mario, sauter. L'action de sauter, elle permet de faire beaucoup de choses. Elle permet à la fois de se déplacer verticalement, donc de monter, mais également d'éviter les ennemis, d'interagir avec les boutons, d'éliminer les adversaires en leur sautant dessus. La simple action de sauter, elle, a plusieurs comportements qui émergent de cette simple pression de bouton. Donc là, c'est une mécanique qui est profonde.
A l'inverse, il y a d'autres jeux où tous ces points-là, éviter, interagir, monter, éliminer, ils vont être dispersés sur votre manette et ils vont être dispersés entre différentes mécaniques. Il y aura un bouton pour tirer et éliminer les adversaires, un bouton pour éviter, un bouton pour interagir. Là, du coup, ça rajoute de la complexité. Parce qu'il y a plus de choses à connaître en amont, plus de boutons à connaître, avant de pouvoir expérimenter le jeu. Maximiser la profondeur plutôt que la complexité, ça a un intérêt surtout lorsque vous présentez votre jeu et que vous voulez que votre joueur réussisse à comprendre comment il faut interagir dans une nouvelle dimension. Par exemple, si votre joueur est confronté à un nouvel objet, genre un bouton, qu'il n'a jamais vu auparavant, si dans votre jeu, les seuls boutons qui sont disponibles, c'est se déplacer et sauter, bah tout de suite, votre joueur, il va instinctivement se dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux sauter, bah du coup, je vais essayer de sauter sur le bouton. Et effectivement, il pourra interagir avec le bouton. A l'inverse, si votre jeu est très complexe et il a plusieurs boutons, plusieurs contrôles et plusieurs mécaniques différentes, votre joueur qui arrive face à une nouvelle situation, un bouton qu'il n'a jamais vu avant, bah, il va avoir du mal à comprendre comment il faut interagir dessus. Est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton de saut, sur le bouton d'interaction, sur le bouton... Donc, c'est aussi l'une des qualités des premiers jeux qui étaient très simples, comme le premier Mario. Pourquoi est-ce que les gens comprennent, sans même une phrase de texte, comment il faut éliminer les ennemis? C'est parce que justement le jeu est très profond là-dessus. Il n'y a qu'une seule commande, donc les gens vont essayer cette seule commande. Ils vont pas se sentir frustrés ou bloqués. Donc je vous ai préparé tout plein de petites choses pour aller plus loin après, si vous souhaitez vous renseigner davantage sur les mécaniques. Et si tout va bien, du coup, on va pouvoir partir sur le TD. Ce qu'on va faire là, du coup, ça va être des petits exercices concrets pour mettre en application le game design. Et on va faire ça avec le Monopoly.